Voilà, douce voix de Zoom. Merci à tous de nous avoir rejoints ce matin. Je vais faire une très courte introduction pour qu'on ait le plus de temps possible avec nos intervenants. Donc, je vous partage quelques slides. Hop là. Tac. Hop, hop. Peut-être juste, déjà, c'est pas la bonne date, mais bon, on remarquera pas, hein, d'accord? On a avancé de quelques jours. À la 27e région, quand on démarre des webinaires, en général, c'est lié à la sollicitation de nos adhérents dans les temps de compagnonnage qu'on a avec eux. Et pour ceux qui nous connaissent un petit peu, c'est assez rare qu'on se saisisse assez frontalement des sujets technologiques. Non pas qu'on soit anti-techno, mais disons qu'il y a des gens qui le font bien mieux que nous. Mais là, avec ce début d'année, un peu les IA génératifs qui reviennent à l'agenda, le sujet est revenu dans pas mal de sollicitations de nos interlocuteurs qui recevaient ou des commandes politiques ou des sollicitations, préoccupations de leurs collègues sur la manière dont ces technologies venaient impacter les métiers, l'action publique, etc. Et donc, côté 27e, nous, avant de se lancer, on a fait une petite enquête. Donc, on voulait vous partager aussi un peu les résultats de cette enquête-là auprès de nos adhérents pour comprendre à la fois quelles étaient leurs attentes, leurs questionnements autour de l'intelligence artificielle voilà, dans leur pratique quotidienne, et aussi peut-être les expériences qui étaient déjà en cours dans les collectivités territoriales et qu'ils auraient pu nous partager pour éclairer un petit peu nos lanternes. Donc dans les questions, enfin voilà, on a essayé de faire un peu une synthèse des questions qui nous ont été partagées. Sont beaucoup revenues la question de la sensibilisation et de la régulation à mettre en place en interne dans les collectivités pour guider un petit peu l'arrivée de ces technologies. La question de l'impact ou de la transformation des métiers. Et je pense que Bonjour, la... ce qui est Hop là. votre chef de bord, accompagné d'Azéline, Jean-Luc, Sandra, Alors, également. donc voilà, donc la région Bretagne nous fait un coucou depuis le TER. C'est pas grave, ça arrive. Et donc la question de la transformation et de l'impact sur les métiers de ces technologies, et donc ça va résonner avec l'intervention de Régis Gabriel qui va suivre juste après. La question des enjeux éthiques de la décision en termes de responsabilité, protection des données, souveraineté, de l'usage de ces technologies, aussi dans un contexte de sobriété numérique, des compétences nécessaires, du niveau de maîtrise pour encadrer ces usages en lien avec la formation des agents et d'une forme de stratégie nationale ou de mutualisation qu'il pouvait y avoir entre État et collectivités territoriales sur ces sujets. Dans les besoins qui étaient exprimés, il y avait quand même beaucoup cette question de clarification sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle, de quoi on se parle exactement, en lien avec aussi des algorithmes publics ou des outils qui seraient déjà en fait existants dans les collectivités. Un besoin d'éclairage sur les enjeux, les risques, les usages, et l'envie de voir aussi des cas d'études, des expériences en cours pour voir quels étaient les bénéfices réels de ces intelligences artificielles, au-delà un peu des promesses ou des fantasmes qu'on peut y associer. Je vous partage juste un petit schéma qui n'est pas de mon fait, je rends à César, mais qui est du démonstrateur d'IA dans les territoires de la Banque des territoires, mais qui résume bien un peu les cas d'usage qu'on a pu nous partager, un peu au croisement entre les capacités de l'intelligence artificielle en termes de détection d'images, optimisation, traitement du langage et des thématiques dans les territoires. Et donc, on a pu avoir, par exemple, dans les exemples qui nous sont remontés, des questions d'optimisation des ressources, de meilleure détection des fuites, mais aussi d'assistance aux usagers via des chatbots ou même le fait de pouvoir rechercher dans d'anciennes délibérations. Mais alors, nous, on est un petit peu aussi, c'est le biais 27e avec notre angle transformation publique. Dans la préparation de ce webinaire-là, en discutant avec des chercheurs, des praticiens, on a aussi constaté que entre voilà, ce que vous avez partagé côté collectivité et les discussions qu'on avait, il y avait un certain nombre d'impensés qui étaient soulevés. Et donc, c'est un peu l'idée de ce webinaire de pouvoir en balayer, non pas de manière exhaustive, mais au moins une partie. Et quelques impensés, en tout cas, quelques autres questions soulevées par l'IA qu'on a pu discuter avec les chercheurs qu'on a rencontrés, qui sont par exemple le manque de maîtrise sur les usages réels de l'intelligence artificielle dans les pratiques des agents. C'est quelque chose qu'on nous a peu partagé, mais que... Hop là, à vous la vôtre. Dans le fait que même s'il y avait des cadres qui commençaient à être posés, ou en tout cas des formes de première doctrine, comme ça peut être le cas dans certaines collectivités sur ce qu'on veut ou ne veut pas avec ces intelligences artificielles, par exemple le fait qu'elles ne remplacent pas des agents de première ligne qui sont en contact avec les habitants par le biais des chatbots, ben, ça n'empêche qu'on n'a pas de maîtrise sur la façon dont les IA génératifs, par exemple, peuvent être utilisés dans les pratiques quotidiennes des agents, plutôt voilà, de manière non encadrée.
La question des coûts, qu'on nous a peu partagé, du coût financier de ces technologies, du coût énergétique, mais aussi du coût humain en termes de coopération nécessaire pour que ces technologies fonctionnent, de coopération entre services, entre institutions qui peuvent être différentes pour la production de données. Et la question de la fiabilité, des performances réelles de ces technologies, parce qu'il y a beaucoup de promesses, beaucoup de fantasmes autour de ces technologies, de la pertinence en fait de l'usage de ces technologies en termes de résolution aussi d'un problème public et que ce soit pas une technologie gadget qui vienne certes rendre peut-être plus efficace l'organisation d'un service, mais qui ne contribue pas à résoudre ou à transformer réellement l'action publique. Donc, fort de toutes ces sollicitations pour nos trois intervenants, on les a interpellés et donc je vous redonne rapidement un peu notre guest list du jour. Donc je vais d'abord passer la parole à Régis Gabriel, qui est chef de propreté urbaine, du service de propreté urbaine à la ville de Metz et qui va nous partager l'expérience du projet Vipar dont il est le pilote. Et on suivra alors avec Estelle Harry et Pauline Gourlet, qui sont tous les deux designers et chercheurs sur des thématiques différentes. Alors je vous laisserai nous dire dans quel ordre vous souhaitez intervenir juste après l'intervention de Régis. Régis, est-ce que vous avez besoin de partager votre écran? Oui, j'ai préparé juste 4 slides, c'est plus pour porter un peu le discours. Est-ce que Éviter. juste pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé à un webinaire de la 27e région, on va avoir nos trois intervenants qui vont se succéder. Si vous avez des questions au fil de l'eau, des besoins de clarification, vous pouvez éventuellement les poser dans les chats ou les noter sur un petit bout de papier en attendant la deuxième partie du webinaire où là, on aura un temps d'échange et de discussion avec nos intervenantes. Voilà. Régis, vous avez bien la main pour partager votre écran? Ouais, je vais regarder. Normalement, c'est voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, je me présente effectivement. Donc, Régis Gabriel, je suis directeur du pôle propreté urbaine à la ville de Metz. Alors, quand on parle de propreté urbaine et d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on a un peu tendance peut-être à se gratter un peu la tête en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire dans ces métiers-là en matière d'intelligence artificielle? Alors, il s'avère que la propreté urbaine, c'est quand même quelque chose de plutôt compliqué comme métier, enfin tout du moins qui se complique avec une nouvelle société qui se développe, nouvel usage des domaines de l'espace public. Et donc, on travaille beaucoup plus sur la saisonnalité avec des dimensions, sur la sociologie des quartiers, sur l'approche comportementale des gens, alors qui n'empêche pas le côté le côté d'exploitation de nettoyage des rues, mais qui nous demande aussi beaucoup plus maintenant de comprendre les comportements. Pour comprendre, on a un gros travail qui se pose, c'est la question de l'objectivation des critères de propreté. Quand on parle d'objectivation des critères de propreté, c'est-à-dire que on est 70 autour de ce webinaire. Si on regarde une rue, on n'aura pas tous la même conception de la propreté, ou tout du moins la même impression de propreté. Parce que on n'a pas tous le même vécu, on n'a pas tous la même sensation. Donc, le travail qui était important, c'était de pouvoir se dire, demain, lorsqu'on est dans une rue, est-ce qu'on la juge propre ou est-ce qu'on la juge sale? Un des meilleurs moyens, c'est d'évaluer objectivement les critères de propreté, tout simplement avec une méthode qu'on a empruntée à l'Association des villes pour la propreté urbaine, qui est le comptage. En fait, on compte les déchets, voilà, on les mesure. Euh, pour tout ce travail-là, on s'est inscrit en fait au sein d'un programme qui s'appelle France 2030, le plan de relance France 2030, sur un des axes notamment territoire intelligent durable, où on a souhaité effectivement monter un consortium au sein de ce projet-là sur la thématique des démonstrateurs d'intelligence artificielle frugale au service des territoires. Donc, nous avons été lauréats. Donc, c'est un projet qui est porté par la Banque des Territoires, la Caisse des dépôts, etc. Et donc, on a été lauréat de ce projet-là, financé à ce titre-là à hauteur de 766 000 euros. Concrètement, le projet, c'est quoi? De monter un consortium. Donc, on a été approché par une jeune société qui s'appelle Naya Science, qui avait déjà un produit déjà monté qui se base sur la reconnaissance des déchets en milieu naturel. Donc, ils avaient déjà travaillé sur une proposition qui était tout simplement menée dans le cadre de Surfrider, une
organisation, donc une ONG, pardon, qui avait déjà travaillé sur cette question-là, donc de produire en fait un outil. Ce qui était important, c'est que leur outil était fonctionnel, mais était adapté plutôt au bord de cours d'eau. Ce qui n'était pas forcément dans notre approche métier, mais eux pensaient que ça pouvait nous aider d'avoir ce genre de choses, avec une commande initiale qui était de dire, ben voilà, nous ce qu'on vous propose, c'est on vous met à disposition l'outil, ça vous génère des alertes et on vous crée un back office derrière automatique qui va vous créer des doléances pour pouvoir aller y répondre le plus rapidement possible. Là, effectivement, c'était intéressant leur approche, mais je leur ai dit tout de suite que ça ne nous intéressait pas forcément, parce que j'ai déjà 125 000 intelligences artificielles à Metz qui se chargent très bien de me faire remonter les problèmes qu'on peut avoir sur le domaine public. Et c'est là que le travail est devenu intéressant avec eux, puisque on a commencé vraiment un approfondissement de la technologie dans une approche vraiment métier, en parlant tout simplement de qui va faire les relevés, comment, quelles vont être les prises de vue les plus adaptées. Ce qui était intéressant, c'est qu'eux avaient une approche très ouverte, c'est-à-dire qu'ils venaient avec des a priori, mais nous, en parlant avec eux, en allant sur le terrain avec les agents, on leur a dit, ça, écoutez, ça sera pas possible, les agents ne le feront pas, n'accepteront pas de le faire, parce que ça revenait à se promener avec une perche sur la tête, avec une caméra au-dessus. Donc on leur a dit, c'était vraiment pas possible. Mais en parallèle, il fallait aussi rentrer dans le principe même de l'intelligence artificielle frugale, qui était de faire tourner l'intelligence artificielle sur un téléphone portable. Donc voilà, donc, toutes ces questions-là ont été intégrées directement dans le processus, dans le fonctionnement initial de notre organisation, et accolées aussi avec les indicateurs objectifs de propreté développés par la VPU, donc les fameuses grilles d'évaluation qu'on réalisait actuellement. Donc, la société, on a travaillé avec eux lors de plusieurs groupes de travail, lors de plusieurs séquences par Internet, enfin en visio, où on a travaillé avec eux, plusieurs allers-retours, pour justement construire avec eux ce modèle. Donc, l'idée, c'était de dire que voilà, la ville de Metz a des besoins en nettoyage et en sensibilisation. Donc, on avait vraiment des objectifs qui ont été fixés, automatiser la collecte des données, donc par un outil qui nous permette de repérer les déchets sur une image en vidéo et de pouvoir tout simplement les caractériser, les géolocaliser et, in fine, modifier le comportement. Alors, je reviendrai dessus sur cet aspect-là, y compris sur le LE. Je vais vous expliquer un peu plus tard ce que ça revient. L'idée de pouvoir nous cartographier, c'est de pouvoir demain disposer actuellement, les méthodes actuelles développées par la VPU ne permettent pas d'avoir une cartographie des sites. C'est-à-dire que on a concrètement, parce que je vais vous en parler un peu en détail, mais très concrètement, en fait, j'ai un agent qui se promène avec un tableau dans la rue à hauteur de 20-25% de son temps de travail. Il fait 40 rues dans l'année, dans le mois. Il marche dans la rue et en fait, il compte les déchets au sol. Alors, ça paraît très laborieux comme ça, mais c'est la réalité. C'est-à-dire qu'après, il saisit ce tableau-là dans un autre tableau. Ce tableau-là est renvoyé à la VPU qui consolide les données et qui nous élabore en fait une fois par an, une fois par trimestre, un état de nos rues. Mais vraiment un cliché de nos rues, de la typologie de déchets qui est concernée, ainsi de suite. Pour autant, on n'a pas forcément la géolocalisation précise des déchets, puisque les déchets sont pas géolocalisés au moment où on le fait. On sait juste qu'ils se trouvent dans une rue, mais pas à quel point dans une rue. Donc, ce travail-là devrait nous permettre, donc, quand on a travaillé avec Naya Science, l'idée c'était de coller justement à ces grilles IOP pour permettre en fait une automatisation de la collecte des données et d'avoir des résultats beaucoup plus fins dans le suivi. Mais également un élargissement, vu que la méthode de collecte de la donnée est beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. En fait, on peut élargir le domaine d'intervention sur beaucoup plus de rues. Et en tenant compte pas seulement de la voirie, certains prestataires peuvent le proposer, mais également du trottoir, d'espaces verts, de zones un peu enfin, très difficiles d'accès. Tout ça, ça nous permet, l'outil doit nous permettre d'aller dans ce cadre-là. Et c'est ce qui faisait partie du cahier des charges. Ensuite, en termes de perspective, euh, la volonté, c'était, comme je vous l'ai dit, d'élargir le nombre de sites, puisque 40 rues, mais c'est à peu près 1000 et quelques rues, je crois. Ça fait quand même un échantillon très peu représentatif. Donc l'idée, c'est de pouvoir ouvrir ce nombre de rues-là, de pouvoir l'agrandir, réduire le temps de traitement de ces données,
comme je vous l'ai dit, on saisit les tableaux, on les ressaisit dans un autre tableau, c'est renvoyé, c'est un peu compulsé, rétroprocessé, c'est assez long et laborieux. On améliore l'évaluation. Alors quand je dis qu'on améliore l'évaluation, c'est surtout qu'on la rend objective, parce que l'être humain n'est pas infaillible. Il y a des déchets qu'on voit pas forcément, ou des fois il peut pleuvoir, on n'a pas, enfin on va pas s'attarder. Quand on compte les déchets, si on tombe sur un spot de mégot, on va pas compter chaque mégot un par un. En fait, on compte un spot de mégot. Là, l'idée c'était d'avoir vraiment une évaluation beaucoup plus fine. Et enfin, ça nous permet d'établir ce qui est dans notre métier quand même très compliqué, ce qu'on appelle les cartographies des points noirs. Cartographie des points noirs, en termes de propreté, on peut vous identifier des points noirs de déchets, mais qui vont pas forcément être récurrents. Il y a des choses sur lesquelles on va avoir un point noir et va apparaître, disparaître quelques jours après. On ne sait pas forcément pourquoi. C'est une déviance de l'humain, mais voilà. Mais ils vont réapparaître à d'autres endroits. Et là, ça nous permettra d'avoir ce travail-là qui sera beaucoup plus fin. Donc, on adapte les moyens dans les interventions de l'agent, c'est-à-dire qu'il va pouvoir décupler un peu sa méthode d'intervention sur l'évaluation. Et in fine, on espère du coup améliorer la propreté. Alors pourquoi? C'est que tout simplement, on a des parcours de collecte avec des fréquences de collecte. Et en ayant une connaissance plus fine, ça nous permet de mieux adapter nos circuits de propreté. Ça va paraître bête ce que je vais vous dire, mais c'est nettoyer là où c'est sale et là où c'est effectivement sale. Beaucoup de villes, souvent, ont le travers d'aller nettoyer là où on a le plus de doléances, ce qui est une fausse idée, parce que c'est pas forcément là où les gens, entre guillemets, se plaignent le plus, que c'est le plus sale. L'autre aspect, c'était ce qui est inscrit là, c'est le fameux principe de science participative, parce que dans le consortium, on a également le laboratoire eau-environnement de l'université Gustave Eiffel de Nantes, qui s'est associé à nous dans ce consortium, qui, eux, souhaitent travailler sur les dynamiques, des modèles informatiques de dynamique de diffusion des déchets en milieu urbain, notamment par les réseaux d'eau. Et donc, ils profitent de notre travail justement pour s'allier à nous, pour nous apporter toute la dimension scientifique, c'est-à-dire comment eux, derrière, on va pouvoir traquer les déchets. Comment un mégot va se retrouver d'un caniveau ou d'un trottoir jusque derrière dans un cours d'eau. Établir là-dessus, à partir de là, des modèles scientifiques permettant de mieux comprendre les réseaux d'assainissement, comment ils fonctionnent, comment les déchets vont se retrouver après dans le milieu naturel. Cela va impliquer dans notre projet d'établir en fait différents profils utilisateurs pour permettre à des étudiants, à des associations, des citoyens lambda de participer à cette évaluation. Donc oui, on va ouvrir grâce à cet outil, on va ouvrir en fait notre évaluation de la propreté de la ville en fait à plusieurs utilisateurs. Cela, en termes de réplicabilité, puisque ça c'est un des critères imposés par la Caisse des dépôts lors du financement, c'était la réplicabilité. En fait, ce travail-là est déjà partagé au sein de la VPU pour demain venir en complément des grilles IOP, c'est-à-dire permettre aux villes de disposer de plusieurs outils, notamment cet outil-là d'intelligence artificielle qui viendra aider les collectivités à développer cela. Donc, plusieurs collectivités, on a déjà présenté ça en novembre dernier, plusieurs collectivités ont déjà manifesté un intérêt certain à ce travail-là, et donc on travaille actuellement sur le développement de l'application. Alors, très rapidement, voilà, on a cette solution-là. Bon, là, c'est pas animé, puis je vais pas le déclencher parce que ça a planté la dernière fois, mais très concrètement, ça va se passer, c'est un flux vidéo dans lequel, en fait, on vient traquer les déchets présents sur la voirie ou sur le trottoir. Il y a une reconnaissance, et donc, l'objectif, c'est vraiment de le faire tourner sur un téléphone, d'où le caractère frugal. Alors, je ne vais pas appuyer sur cette question-là, parce que déjà, je ne maîtrise pas du tout l'aspect technologique, et en plus de ça, c'est pas l'objet du travail d'aujourd'hui. Donc voilà, très concrètement, actuellement, on a développé l'IA, on a été lauréat, on est en plein déploiement donc dans cette phase-là, c'est-à-dire qu'on est en train de récupérer l'ensemble des données. On a un premier modèle d'IA qu'on va entraîner. À ce titre-là, on a lancé un challenge participatif pour récolter des images de déchets, puisque au-delà des fantasmes qu'on peut avoir, et j'ai vu, c'est ce qui m'a intéressé dans ce webinaire, c'est qu'on parle beaucoup de fantasmes sur l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que moi, très naïvement, je pensais que l'intelligence artificielle, voilà, reconnaissait tout dans une image. Ben non, en fait, c'est comme un bébé. Si on lui apprend pas ce que c'est qu'une tasse, eh ben, l'intelligence artificielle ne saura pas ce que c'est qu'une tasse. Il faut lui montrer 10 000 images d'une tasse pour qu'elle puisse savoir le reconnaître.
Donc voilà, je dirais en conclusion, j'espère avoir tenu le délai. Euh, Vipar, sur le projet Ville de Metz, ça reste un outil qui utilise la technique, la technologie de l'intelligence artificielle au service de l'amélioration et de l'évaluation d'une activité. C'est vraiment un outil qu'on utilise. C'est pas une activité parce qu'il faudra toujours un agent pour tenir le téléphone. Il faudra toujours un agent pour prendre les prises de vue, pour corriger également ces prises de vue, parce que l'intelligence artificielle va pouvoir confondre un mégot de cigarette avec un bout de papier. C'est pas le même déchet. Donc, si on veut une évaluation au plus fin, il faudra effectivement lui corriger à chaque fois cette dimension-là. La technologie s'adapte à nos métiers sans s'y substituer. Parce que, oui, de toute façon, à un moment donné, ce caractère d'évaluation, en fait, même si ça reste une évaluation, ça n'empêchera pas nos métiers de lavage, de nettoyer, les rues, ça restera des agents qui le font. Mais simplement en y apportant plus de rapidité, d'ergonomie, d'objectivité. Évaluer la propreté de ces rues, c'est hyper important. Dans un principe d'amélioration continue, c'est hyper important d'avoir toujours ce principe-là. Sauf que force est de constater qu'actuellement, ça nous prenait beaucoup de temps. Avec cet outil, on espère que gagner en rapidité et surtout donc en objectivité pour améliorer nos performances. Voilà. J'espère être resté dans le délai. Super. Merci beaucoup. Nadège, tu voulais Non, enchaîner? vas-y, Chloé. Non, non, mais c'est plus, est-ce qu'on pose des questions maintenant ou est-ce qu'on... C'est super, merci beaucoup Régis, à la Commandant. fois pour la clarté et d'avoir tenu le timing, c'est super. Il n'y a pas de questions, donc pour montrer à quel point c'était clair, il n'y a pas de demande spécifique dans le chat pour l'instant. Si, Donc si, si, on si, si, enchaîne. pardon. Ah, Je peux, j'arrive pas. Alors, comme j'ai pas l'habitude de Zoom, je trouve pas pour lever la main. Là, je suis désolée. J'ai pas mis ma caméra. Voilà. Fabienne Marty de la ville de la métropole Aix-Marseille-Provence. Et j'aurais aimé juste que vous puissiez mettre dans la conversation le, la grille, là, le modèle que vous avez utilisé. Euh, Les grilles là. OP? Voilà, s'il vous plaît. Eh ben en fait c'est des outils qui sont développés au sein de l'association des villes pour la propreté urbaine. Et Ok. je peux vous envoyer le lien si vous voulez Je veux pour bien, qu'on ouais, puisse, s'il vous plaît. Ouais, très bien. ça veut dire qu'il faut adhérer à l'association pour la propreté Oui, des oui, villes urbaines. d'accord. ouais. Mais je crois que Marseille était ou la ville de Marseille ou la métropole est déjà adhérente, je crois, de Certainement, mais voilà, juste, je voulais savoir où c'était qu'on pouvait retrouver ça. Moi, je suis de la partie, je suis de l'informatique, donc bien sûr après, je peux demander, bien sûr, Ok. à vos collègues de la propreté. Ouais. à mes collègues de la propreté. Voilà, le projet est super intéressant et voilà, Il n'y a pas de ça se problème. rapproche. Merci. 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 Je propose qu'on stocke les questions qui sont plus des questions qui vont amener à une discussion qu'on aura peut-être aussi avec Pauline et Estelle. Donc il y a des questions qui se posent dans le chat, mais je vous propose qu'on les garde pour après, pour pouvoir croiser les regards et que du coup, on donne la parole. Alors du coup, Chloé, je te repasse la main. Eh ben, écoute, je vais surtout passer la main à Pauline et Estelle parce que c'est elles qui se sont organisées pour l'ordre le plus pertinent entre leurs interventions. Merci, merci Chloé et Nadège pour cette invitation à vous présenter un peu ce qu'on fait. Donc je pense que je commence et Estelle parlera après moi. Ça marche. On est d'accord sur cet ordre et du coup je vais partager mon écran. Tac, que vous le voyez. Super. Donc bonjour à toutes et tous et ravie de voilà, pouvoir discuter un peu de ces questions qui sont pas simples en effet à appréhender. Ça va être un peu le sujet là de la première partie. Donc c'est de se demander Euh, que peut l'IA pour l'action publique, mais d'abord de se demander ce qu'est l'IA et ce que ça recouvre comme terme. Donc, rapidement, je ne vais pas être trop longue sur ces points, mais s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur ce qu'est l'IA et que du coup, c'est pas grave si on ne sait pas répondre à la question de ce qu'est l'IA. En fait, c'est plutôt normal et rassurant d'admettre qu'en fait, personne ne le sait vraiment. Donc, scientifiquement, déjà, si on replace les développements scientifiques de cette technologie dans l'histoire un peu longue, en tout cas depuis les années 50, ça a signifié des choses extrêmement différentes et ça a pris en compte des entités techniques et voilà,
des techniques, des technologies très différentes, voire même opposées, puisqu'il y a une guerre scientifique entre connexionnistes et symboliques. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de ce que font l'une et l'autre, si ce n'est que, voilà, épistémologiquement, pour les scientifiques, c'est deux approches extrêmement différentes, l'une étant plutôt, on va dire, inductive et l'autre plutôt reposant sur une ontologie déjà faite. Et donc, deux manières de comprendre et d'analyser le monde très, très différentes. Donc, déjà scientifiquement, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un peu un mélange des deux et qu'il n'y a du coup pas d'évidence à savoir ce que recouvre ce terme déjà scientifiquement. Ensuite, nous, on s'est intéressé, donc dans le cadre de mes recherches dans Shaping AI, qui était un projet porté par le Media Lab à Sciences Po, on a essayé de comprendre sur les 10 dernières années ce que recouvrait l'IA dans un corpus d'articles de presse de plus de 350 sources de presse françaises. Et on a essayé de comprendre un peu les thèmes qui étaient derrière le sujet et le terme IA ou algorithme ou intelligence artificielle. Et on se rend compte qu'en termes de sectoriel, c'est quand même extrêmement varié aussi ce que ça recouvre. Là, dans cette représentation, on a en jaune les discours plutôt critiques, donc les thématiques qui ressortent traitées de manière plutôt critique dans la presse, et en bleu les thématiques qui ressortent plutôt de manière positive, où on imagine que l'intelligence artificielle va plutôt avoir des bénéfices et va aider ces secteurs-là. Nous, on a finalement, à partir de ces travaux un peu quantitatifs, regardé un peu plus dans le détail, c'est le type de structure narrative et de récit qui était en fait proposé par ces différents articles. Et on se rend compte qu'on peut, grosso modo évidemment, classifier, retrouver 4 genres principaux de récits. Dans la matrice, ils sont résumés, donc d'une part des récits qu'on a appelés de l'IA monolithique, c'est cette espèce d'image d'une IA qui serait justement unitaire, cohérente, où on ne détaille pas trop ce que c'est. D'ailleurs, c'est une sorte d'agent comme ça, qui soit dans le cas de la critique abstraite menace l'humanité, soit dans le cas de la promesse et en gros sauvera l'humanité. On a un peu en miroir comme ça 2 types de récits très prégnants qui ont quand même été voilà, très très présents dans les médias et assez fatigants quand même. Il faut bien le dire, mais j'ai l'impression qu'on en sort un peu puisqu'il y a des systèmes qui commencent à arriver dans le monde et du coup on commence à arriver sur des types de récits un peu différents, plus situés, qui sont du coup repris là dans le bas de la matrice. Il nous propose 2 types de récits là encore quand même avec d'une part des bénéficiaires dans le cadre d'expérimentations prometteuses. On peut citer le cas de la santé par exemple, où on voit souvent des articles qui expliquent que voilà, par rapport des radiologues, des pneumologues, on a voilà, des démonstrateurs qui nous montrent qu'il y a des bénéfices et des bénéficiaires, mais on a quand même plus de détails sur ce dont on parle dans ces récits-là. Et en miroir, on a des récits qui montrent aussi les effets délétères avec les victimes de ces systèmes. Je pense à l'époque, on travaillait, quand on a commencé ça, on a notamment beaucoup vu ça pour Parcoursup. Alors là, les puristes vont dire, mais c'est pas de l'IA, justement, c'est là où on rentre dans qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui rentre pas. Mais en tout cas, Parcoursup était assez archétypal de ce type de récit où on voit qu'il y a des victimes qui essayent d'avoir prise sur ces systèmes et en tout cas, les modifier. Certains pour les remettre en question. Enfin, c'est le spectre de critique. Ce qu'on a vu arriver aussi avec ces systèmes, c'est des problèmes qui ont commencé à émerger, qui ont été d'abord mis en avant par des chercheurs en IA elles-mêmes ou eux-mêmes. Là, dans ce cas-là, c'est la question des biais, notamment des biais ratios aux États-Unis, qui est arrivée assez vite et qui a d'ailleurs été tout de suite pris en charge par l'industrie, qui a dit non, mais c'est vrai, il nous faudrait plus de données et on va réussir à évidemment parer voilà, à la disproportion en fait, de données et pour réussir à enrayer ces biais. Là, sur la reconnaissance faciale, il y a eu d'autres problèmes qui ont commencé à émerger assez tôt sur la mauvaise
la mauvaise circulation des données, entre guillemets, ou le fait qu'on ait travaillé et entraîné des modèles sur des données dont on n'avait pas le consentement, qui venaient des fins fonds d'Internet et qui représentaient du coup pas du tout l'ensemble des spécificités et des situations, mais un public très particulier avec voilà, des images qui impriment une culture qui se voit dans les réponses que donnent des systèmes computationnels. Voilà, donc ce type de problèmes sont un peu les premiers. Et puis on arrive aujourd'hui, on continue à avoir des problèmes assez variés. Et puis le dernier en date, sur la date du 2 avril, qui est assez intéressant, c'est l'idée du Potemkin AI ou pseudo AI, si vous en avez, je ne sais pas quel terme vous avez entendu, mais là où on a Amazon qui a fermé ses magasins récemment, ces magasins qu'ils avaient appelés Just Walk Out, où on rentre dans le magasin, on paye rien, on prend juste les articles et on sort. Et en fait, Amazon a été obligé de fermer ces magasins-là parce que derrière la promesse que c'était juste l'IA qui arrivait à savoir ce que vous preniez dans les rayons, en fait, il y avait plein d'employés indiens qui vous suivaient à travers des vidéos, de la vidéosurveillance et qui cliquaient à la main pour voir ce que vous preniez et remplissaient votre panier. Donc ça leur coûtait trop cher et ils ont fini par voilà, fermer ces magasins-là. Et on retrouve du coup, beaucoup font un peu la généalogie dans l'histoire de la promesse de la machine automatique avec évidemment le Mechanical Turk, donc le Turc mécanique, qui est aussi le nom d'ailleurs de la plateforme d'Amazon, donc une sorte de clin d'œil et de vraies questions quand même à l'endroit de... Il y a en effet encore beaucoup de promesses et beaucoup d'opacité sur est-ce que vraiment l'automatisation fonctionne et il n'y a pas toujours d'évidence et même les gros players comme Amazon du coup cachent ce qui se passe derrière leur système. Et du coup, voilà, la question reste vraiment de savoir est-ce que l'utilisation du terme IA, quand on est un peu dans cette culture de la Silicon Valley qui est appelée souvent fake it till you make it, donc faites semblant jusqu'à ce que vous y arrivez, quoi, cette culture un peu de la démo dans l'innovation pose surtout la question ou sert surtout une économie de la promesse qui cherche toujours des investissements futurs et à enrôler toujours plus d'acteurs. Mais voilà, sans toujours faire la preuve de ce qu'elle avance. Et en utilisant ce terme IA qui est du coup ce signifiant très flou, ça fait ce jeu-là au lieu d'utiliser des termes beaucoup plus précis et de décomposer en fait ce dont il est question. Comme on voit, il est quand même vraiment question de beaucoup de choses. Il y a des chercheurs, là en l'occurrence une chercheuse Kay Crawford qui a travaillé sur une cartographie avec un artiste Vlad Angeler pour essayer de montrer justement que l'IA, c'est en tout petit, mais vous le trouverez en zoomable dans leur article Anatomy of an AI System, où voilà, la pièce qu'on nous présente comme centrale dans l'IA, qui serait le modèle neuronal qui est un peu au milieu là, en fait, est pris dans un écosystème énorme et qu'en fait, il y a énormément d'entités et de choses qui ont besoin d'exister et de se tenir ensemble pour que le système fonctionne. Et ces choses-là ne sont pas perçues, ou en tout cas, quand on dit IA, ça permet aussi de ne pas aller chercher voilà, tout l'ensemble de cette chaîne qui va donc de déchetterie pour les déchets électroniques, de mines pour construire les smartphones et les terminaux et les puces, de la grille de salaire et des travailleurs du clic qui sont payés une misère quand les CEO des grandes boîtes sont payés extrêmement cher. Enfin voilà, cette carte est intéressante. Il y en a d'autres, de plus en plus se développent. J'en ai trouvé au moins trois exemples récemment qui essayent de dire attention, c'est tout ça, le système socio-technique de ces technologies computationnelles. Donc la surfocalisation sur les modèles et voilà, la partie logicielle et modèle est problématique puisqu'elle occulte toute une série d'autres problèmes. Et du coup, certains vont même j'ai trouvé ça récemment, je trouvais ça très intéressant, certains vont même jusqu'à dire on n'utilisera plus voilà, officiellement des communiqués, par exemple ici d'un centre,
de technologie qui dit on n'utilisera plus le terme IA. On refuse au vu de tout ce qui dit voilà, de préciser ce dont il est question et de bien mettre en évidence les effets délétères que ça peut avoir. Et du coup, on peut se poser la question dans l'autre sens de savoir ce que l'Union européenne, par exemple, quand elle promeut récemment le AI Act, le règlement européen sur l'IA, fait et qu'est-ce qu'elle promeut et permet comme type de développement et de trajectoire technologique quand elle ne fait pas la distinction ni sectorielle, ni en termes de problème, elle prend le terme IA dans son ensemble. Donc face à tout ça, c'est aussi pour ça que j'aime bien commencer avec l'image des singes de 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est comment est-ce qu'on trouve des prises pour essayer justement voilà, de rentrer dans ce système sociotechnique, pour s'en emparer, se l'approprier, essayer de savoir si oui ou non on devrait faire des choses avec, etc. On a travaillé à essayer de comprendre justement le type de problème qui se pose en fonction des pratiques. Et donc là, je ne vais pas détailler parce que ce serait trop long, mais on a publié ça, l'ensemble du coup une carte qu'on a appelée des soucis de praticiens, praticiennes de l'IA en France, qu'on a fait dans une enquête participative avec 30 personnes, toutes praticiennes, du coup, dans des activités variées. Et donc, si ça vous intéresse, il y a le lien là. Et voilà, je vous encourage à... Il y a des vidéos qui font entendre les difficultés que ces personnes expriment au sein de leur activité. Et donc, toutes les nuances qu'il y a à chaque endroit et sur l'ensemble de ces 19 problèmes de l'IA. Et du coup, pour se concentrer un peu sur quand même l'IA dans le service public, donc déjà, il faut voir que l'arrivée de ces techniques computationnelles dans le service public héritent de tout ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire elles sont, comme elles sont pas, le service public n'est pas producteur, ou l'a été tardivement dans certains cas, mais de systèmes computationnels, il y a toute une série de traductions, d'organisations, enfin d'agences étatiques qui sont montées, de politiques publiques. Enfin voilà, on retrouve aussi traces de toute une série de documents, de commissions parlementaires, etc., qui ont permis à ces technologies d'atterrir dans l'administration. Et voilà, je vous ai mis aussi une série de portefeuilles de projets qu'on avait identifiés en 2020, 2021, qui ont commencé à former aussi un peu comment est-ce que l'administration s'est approprié ces systèmes. Et je vais développer rapidement un cas, à partir d'un cas d'étude que j'ai étudié en détail, le type de difficultés et de soucis, pour continuer sur ce terme, qu'on a vu avec les praticiens qui étaient partie prenante du développement de ce système alors, à la Direction générale des finances publiques. Et vous en avez peut-être entendu parler, ça s'appelle le Foncier Innovant. C'est un système qui a essayé de détecter, enfin, qui est d'ailleurs effectif aujourd'hui, enfin, il est implémenté, et il permet de détecter des piscines non déclarées à travers l'usage de reconnaissance sur des images aériennes de reconnaissance de piscines. Et l'objectif quand même final de ce projet, là, c'est un peu une première étape, les piscines, c'est d'aller jusqu'au report, ce qu'on appelle le report au plan, c'est-à-dire le dessin du cadastre automatisé grâce à l'appareil reconnaissance sur imagerie aérienne. Donc moi, ce que j'aimerais poser comme question, et la suite mes arguments vont aller dans ce sens, c'est de remettre un peu en question l'évidence qu'il y aurait à ce que les systèmes d'IA soient vecteurs de simplicité et d'efficacité dans le service public, qui est quand même quelque chose qu'on entend énormément. Et à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas d'évidence, de preuve. Ça n'est pas démontré que c'est plus simple et plus efficace. En tout cas, si on dézoome à l'échelle de la chaîne sociotechnique dont je vous parlais, et pas juste de est-ce que la machine fait plus ou moins bien la tâche dont on parle. Donc, à UPIS, les personnes là qui mentionnaient ça sur acteurs publics renvoient par exemple à des sondages faits par Accenture. On y reviendra, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, puisqu'Accenture est ensuite après provider, fournisseur de services d'intelligence artificielle. Donc, il y a cette nouvelle épreuve pour les agents et la Direction générale des finances publiques,
qui nous dit, donc le chef du bureau du cadastre à ce moment-là, quand il fait le projet, nous dit on est un peu sur une révolution, sur une transformation profonde de nos missions et de nos métiers. Et donc il parle de la dématérialisation, le recours à l'IA ou technologie innovante au sens large, pour identifier les biens qui doivent faire l'objet d'une nouvelle évaluation et les biens qui doivent faire l'objet d'une représentation graphique sur le plan. Et il finit par nous dire tout ça arrive, entre guillemets, un peu brutalement. Ça bouleverse les missions des agents et toute l'organisation se trouve impactée. Donc quand on écoute la description du projet fait par les personnes qui s'occupent de l'implémentation, donc qui sont data scientists au sein de la DTNUM, pôle d'innovation au sein de la DGFiP. Il nous explique un peu le process, donc comment ça fonctionne, le rapport, du coup, la partie automatisée, la partie manuelle, le, la recherche de cohérence topographique et du coup, de mise à jour des données cadastrales. Il s'appuie sur tout un état de l'art. D'ailleurs, ils sont en lien avec des chercheurs. Enfin, c'est un écosystème assez hétérogène où ils essayent vraiment de faire des partenariats variés. Et du coup, il conclut sa présentation à l'époque, justement, en faisant ce rapprochement, comme je vous disais, sur vraiment juste la tâche de dessin du cadastre, en se demandant est-ce que l'opération manuelle de vectorisation est satisfaisante, est-ce que l'opération automatique est satisfaisante si on la compare à l'opération manuelle. Donc, ce serait, en tout cas dans sa manière de le dire, comme ça qu'on pourrait évaluer le système. Sauf que ça paraît évidemment très restreint, ou en tout cas ne prendre en compte que trop peu de choses si on se contente de faire cette évaluation sur la tâche, puisqu'on voit qu'en fait la boucle sociotechnique, comme je vous le disais, en fait comprend énormément d'autres tâches qui ne sont Sang et pas, un pain au chocolat, s'il qui ne sont pas la mise en discussion. Donc je vais pas, là encore vous trouverez ça sur le site dont vous parlez, et je vais pas rentrer dans tout le détail de cette chaîne, mais on a essayé du coup à travers une enquête de visualiser, de rendre compte de l'ensemble des acteurs et entités, donc techniques, réglementaires, interfaces, bases de données, ce que vous voulez, qui sont agencés et qui se trouvent en relation du fait de la mise en place de ce système. Et ce qu'on trouve, enfin ce qu'on voit, donc il y a une personne, oui pardon, une fois qu'on a fait ça, on l'a mis en jeu avec les personnes parties prenantes de Foncier Innovant, donc des personnes de la DGFiP à la fois dans l'équipe projet, des personnes des organisations syndicales, des sociologues, des journalistes, des designers et des personnes de l'IGN qui fournissent les données à la DGFiP. Donc il y avait voilà, une quinzaine de personnes pour discuter des différents soucis qu'il y a à ce que certaines entités soient présentes et soient prises dans cette affaire. Et une personne dit, on voit bien qu'il y a tout un écosystème qui se développe dont le but est de changer des relations existantes par d'autres. La question est bien de savoir, du coup, avec quelles conséquences et à quels endroits de la chaîne. Et donc, on y est tous allés gaiement d'anecdotes et puis de compréhension aussi de ce qui est en jeu sur cette boucle. Et je ne sais pas si ça marche tout le monde. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une grande hétérogénéité d'éléments pris. Je vais aller assez vite parce que je pense que j'arrive un peu au bout de ma présentation. Dans les éléments qui me semblent vraiment importants et qui ne sont pas assez, à mon sens, mis sur la table, donc je vais insister là-dessus. Je pense qu'Estelle parlera beaucoup du reste, mais la question quand même de l'énergie, des matériaux nécessaires à la production de ces systèmes, de l'énergie à la fois en termes évidemment de consommation d'électricité, et puis de dégagement de CO2, mais également d'eau. Il y a vraiment des besoins extrêmement forts en eau. Là, je vous donne un petit extrait, pareil, d'une carte qui essaye de faire un peu l'inventaire des interrelations, interdépendances dans ces systèmes et qui met en avant la question de l'eau et de la sécheresse. Ça s'est posé en Uruguay déjà, de devoir arbitrer entre la création d'un data center, sachant qu'il y aurait énormément de consommation d'eau, et le fait de donner à boire à la population en cas de canicule. C'est des risques qui, à mon sens, ne font jamais partie des évaluations dans les mises en place de ces systèmes. Et quand on parle quand même de systèmes, ou en tout cas là en l'occurrence de données extrêmement importantes, puisqu'il s'agit quand même de données fiscales
et de pouvoir dessiner le cadastre. Il me semble que ce serait important que ce genre d'éléments soit quand même dans les évaluations des risques, quand on sait encore une fois que l'IA, euh, voilà. Pauline, Oui, Ouais. est-ce que tu peux, en 1 ou 2 minutes, parce qu'on voudrait vraiment garder du temps pour la discussion après, Estelle. oui, pardon. Pas de Du souci. coup, ok, je vais très très vite. Je regarde ce que j'avais à vous dire d'autre, parce que je sais que sur le travail, je pense que Estelle va aussi beaucoup mettre l'accent dessus. Il y a évidemment la question du rapport privé-public, partenariat privé-public qui se pose, puisque les- les- la valorisation des données de l'administration a aussi pour but de favoriser l'innovation et l'innovation du business. Et donc, pareil, voilà, quand il s'agit de services publics, on peut se poser la question de quelle est la frontière ou quels endroits doivent investir les startups dans ces écosystèmes-là. Et du coup, je pense que je vais m'arrêter parce que le reste est trop. On pourra peut-être, Après, oui, Pauline, n'hésite eh pas ben, à le... partager Ouais, les ça slides marche. dans le compte-rendu qu'on fera, si ça te va. Ouais, Parce qu'elles ont l'air assez, j'allais dire, riche en ressources. compréhensibles, même sans ça forcément marche. explication. Merci. Et avant de passer la parole à Estelle, enfin, s'il y a des points qu'on n'a pas abordés, il y a peut-être des chances qui ressortent aussi dans les questions et la discussion tout à l'heure, donc n'hésite pas aussi à les partager à ce moment-là. Parce que là, désolée pour le petit timing. Non, non, mais Estelle, est-ce que c'est bon pour toi? Oui, Allez, je vais classe. faire un partage d'écran. Et Est-ce que juste, vous m'entendez bien? ouais, on t'entend bien. Et on prend en Ok, note parfait. toutes les questions que vous mettez dans le chat, donc n'hésitez pas, même en cours de présentation, on les garde de côté pour la discussion après. Est-ce que vous voyez bien mon écran? En plein écran, c'est bon. Ouais, c'est nickel. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'un aspect de l'IA un peu plus enfin, particulier et peut-être plus nouveau, entre guillemets, que d'autres cas qui peuvent être montrés. Donc, je vais vous parler en particulier de l'IA générative, sachant que j'interviens auprès de plusieurs administrations et collectivités sur cette question-là. Juste pour vous remettre un peu en perspective, qu'est-ce que l'IA générative dans un paysage un peu plus large de l'intelligence artificielle, sachant que là, je garde une vision assez technique, hein. En fait, toutes les techniques d'IA générative, ça fait partie du champ qu'on appelle apprentissage automatique. Ce qui est important à avoir en tête, c'est que ce champ-là, c'est une approche statistique des données, c'est-à-dire que ou ce que font des algorithmes d'apprentissage automatique, c'est grosso modo de faire ressortir des sortes de vérités statistiques dans des jeux de données et de les réappliquer aux autres données qu'on va leur passer ensuite. Euh, Actuellement, dans les services publics, je pense qu'on entend beaucoup parler de LLM. Si je le traduis en français, on appelle ça des grands modèles de langage. Un LLM, ce que ça fait, c'est que on va lui balancer beaucoup de textes, donc, tout ce qu'on veut, grosso modo. Il va en créer un peu ce qu'on pourrait appeler un espace vectoriel qui, grosso modo, comment dire, permet de créer une sorte de- Euh, donc en fait, dans cet espace vectoriel, ce qui se passe, c'est que le modèle représente la structure d'un langage et notamment en fait en associant des probabilités ou entre différents mots. Euh, je vous reparlerai de ça après, mais cette notion de statistique et de probabilité, c'est quand même assez important parce que au final, ce qu'un LLM produit, c'est quelque chose qui est c'est-à-dire qui est probable, mais c'est pas forcément la vérité en tant que telle. Euh, et par exemple, si on parle d'un projet comme ChatGPT, il y a eu pas mal de problèmes qui ont été montrés par rapport à ce fonctionnement statistique, comme quoi, bah, par exemple, le modèle va inventer des informations, va en oublier, etc., etc.
Je- Là, pour le reste de cette présentation, j'aimerais parler de deux points, enfin trois points en particulier. Le premier étant la question des données. Euh, Parce que grosso modo, si on n'a pas de données, on ne peut pas forcément faire de projet d'IA. Et de ce que je peux remarquer au travers de différents cas que je suis, on a grosso modo plusieurs cas justement situations qui se proposent par rapport à la question des données. Le cas idéal étant quand on a des données accessibles et exploitables. Typiquement, sur le projet Albert qui est mené par la DINUM, euh, pour l'entraînement de Albert, donc qui est un LLM, ce sont les fiches servicepublic.fr qui sont utilisées, qui sont en open data et qui sont dans un format exploitable par des machines. Un deuxième cas qui peut se poser, notamment avec des technologies comme le LLM, c'est des données qui vont être accessibles mais non exploitables. Un exemple très concret, ça va être par exemple toutes les informations qui peuvent être sur des sites, en l'occurrence administratifs, mais qui ne sont pas forcément transformées dans, j'allais dire, un format de données exploitable par machine. Donc là, dans ce type de cas, ça demande à toi à ce que toutes les administrations fassent le même travail qui est fait pour servicepublic.fr. Soit, par exemple, si la DINUM voulait aller chercher ces données, bah, ça voudrait dire que la DINUM devrait s'amuser à aller scraper, ensuite à approprier les données, etc., qui demande toute une chaîne de travail. Je ne dis pas que la DINUM va faire ça, je tiens à le préciser. Le cas numéro 3, c'est des données qui ne sont pas accessibles mais exploitables. Et typiquement, ça pourrait être des données qui sont détenues par d'autres administrations. Là va se poser la question de l'accès à ces données. Donc, potentiellement, ça va demander de faire un travail de cadrage juridique autour de ça, sachant qu'il y a 2 ans, je crois, il y a eu le passage de la loi 3DS qui est censée aider ou faciliter ce partage de données entre administrations. Mais là, dans ce cas 3, on rentre un peu dans des formes de coopération, si je puis dire, institutionnelle autour de la donnée. Et le cas 4, c'est bon, bah, manque de peau, on n'a pas du tout les données, elles n'existent pas, et donc là, il va falloir créer, trouver une façon de créer ces données, ou bien de dire on abandonne le projet d'IA, c'est aussi une possibilité. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le cas 2, 3 et 4, ça demande nécessairement la mise en place de processus techniques, organisationnels, et ça va faire appel en fait à des compétences spécifiques, par exemple des compétences de data science, ça va aussi faire appel à des compétences juridiques. Donc, par exemple, vous allez peut-être devoir faire intervenir votre DPO, etc., etc. Euh, Ce qu'il faut peut-être aussi avoir à l'esprit, c'est est-ce que ces compétences sont euh, dans l'administration ou pas, ou est-ce qu'il faut aller faire appel à justement des prestations externes. L'autre point aussi avec les données qui est important, je pense qu'il faut avoir une très grande transparence en fait sur le périmètre des données qui est utilisé par un modèle, que ce soit un modèle de LLM ou un autre type de modèle en réalité. Parce que en soi, si on pose, donc là je vais parler très précisément, plutôt dans le cas des LLM, et par exemple dans le cas d'Albert, si on pose une question à Albert qui n'entre pas dans le périmètre des données sur lesquelles il a été entraîné, en fait, il ne va pas être en capacité de répondre. Et ça, en fait, ça peut poser des difficultés. Par exemple, Albert est en expérimentation dans des maisons France Service. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Albert n'a pas des informations sur, par exemple, des dispositifs territoriaux qui sont propres à une région ou à un département. Et donc, ce type d'information, si ça pouvait être pertinent par rapport à la situation d'un usager, Albert ne sera jamais en capacité, en fait, d'amener l'information. Ça, c'est clair, net, précis. Et cette question de périmètre, ça amène aussi à une autre question qui est celle de la maintenance des données dans le temps. C'est-à-dire que, comme vous le savez sans doute, et comme vous le vivez sans doute assez régulièrement, euh, la matière administrative et législative évolue constamment. Si je vous donne un exemple très concret, par exemple, en ce moment, le gouvernement est en train de parler de changer les conditions d'accès au chômage. Actuellement, si je reparle d'Albert, bon, bah, peut-être qu'il a il connaît entre guillemets les conditions actuelles d'accès au chômage. À un moment, s'il y a un
changement législatif, il faudra faire en sorte qu'il soit au courant de ça. Et donc, comment ça se passe? Est-ce qu'il faut lui faire désapprendre, en fait, la connaissance actuelle au profit de l'autre, etc., etc. Et ça pose des challenges techniques, mais aussi, encore une fois, ça nécessite la mise en place de process pour être sûr que les données sont à jour. Euh, et tout ça toujours pour justement faire en sorte que les réponses du modèle soient pertinentes. Le deuxième grand point que j'aimerais discuter avec vous, c'est l'IA et le travail et qu'est-ce que ça fait potentiellement sur le travail. Donc là, je vais vous parler en particulier de ce qui peut se passer au niveau des maisons France Service. Sachant sachant plusieurs choses, les maisons France Service, en fait, les conseillers et conseillères France Service, elles ont tout un tas de tâches et de missions. Principalement, en fait, elles accompagnent des usagers sur l'accomplissement de démarches administratives, mais parfois, en fait, elles doivent quand même faire un certain travail de médiation autour je vais dire, de la complexité administrative. Et ça, parfois, en fait, ça va leur demander d'aller chercher des informations. Ce qui se passe, je vais dire, actuellement sans Albert, c'est utiliser un moteur de recherche, elles vont consulter plusieurs sources d'informations, ce qui leur permet de confronter plusieurs types d'informations, et ensuite, elles amènent une réponse à l'usager. Avec Albert, il y a un petit changement quand même dans la pratique, où on va poser une question à Albert, on a une réponse qui est générée par Albert, et ça, c'est transmis à l'usager par la conseillère. Euh, Vous allez me dire, ça paraît peut-être pas être une différence fondamentale, mais en fait, ça amène quand même quelques problématiques, si je puis dire. La première, c'est l'apprentissage d'un outil. C'est-à-dire qu'un moteur de recherche et un LLM, ça se comporte pas de la même manière, ça ne fonctionne pas pareil. Typiquement, dans un moteur de recherche, pour faire une recherche, je rentre des mots-clés et ça fonctionne. Je vais avoir tout un tas de pages qui vont m'être proposées. Avec un LLM, en fait, il y a vraiment un besoin d'apprendre à faire ce qu'on appelle une invite ou un prompt. Et en fait, le choix des mots va avoir un impact assez important sur la façon dont un LLM va répondre derrière et potentiellement la qualité de sa réponse et la pertinence de sa réponse. Donc là, l'enjeu est toujours de savoir et en fait d'apprendre à identifier les mots pertinents et bien pris en compte par le LLM, et aussi doser le niveau de précision en fait à mettre dans sa question. Ce qui est aussi important à avoir aussi en tête avec les histoires de prompt, alors ça on le voit pas avec Albert pour l'instant parce que c'est encore un projet très récent, mais par exemple avec ChatGPT, il y avait des utilisateurs très investis qui avaient appris à faire de bons prompts, etc., etc. Et quand le modèle a été mis à jour, en fait, ils se sont rendus compte que cet apprentissage-là n'était plus à jour, en fait, tout simplement, parce que le modèle avait changé, parce que la logique algorithmique avait changé. Et donc, en fait, ils avaient l'obligation de réapprendre à faire des prompts. Donc ça aussi, c'est une question qui se pose, la nécessité un peu permanente de se mettre à jour par rapport à son propre outil. Deuxième point important dans cette question de l'utilisation de ces outils dans son travail, il y a quand même un peu des questions de confiance qui se jouent avec la présentation d'une réponse générée par un LLM. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, mais parfois, ce sont des outils qui, comme ça fonctionne sur des probabilités, ça fait des réponses vraisemblables, mais ça peut comprendre parfois des hallucinations, ça peut comprendre des oublis, etc., etc. Du coup, la question qui se pose par rapport à ça, c'est comment, quand on a un texte unique, on arrive en fait à garder un esprit critique et à trouver en fait les points qui posent problème. Alors actuellement, dans l'expérimentation qui est menée en Maison France Service, on demande aux conseillers et conseillères d'utiliser l'outil sur des périmètres qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent pour qu'ils soient en capacité en fait justement d'identifier ces erreurs, et je reviendrai après pourquoi on leur demande ça en particulier. Mais la question se pose, c'est si vous ne connaissez, enfin, vous connaissez pas la réponse à la question que vous posez, ce qui est a priori le cas d'usage le plus attendu, s'il y a des choses qui manquent, comment on fait pour savoir? Alors actuellement, on a mis en place un mécanisme qui est ce qu'on appelle un mécanisme de citation des sources. Donc pour les différentes phrases générées, on est en capacité de dire bah, cette phrase a été générée à partir de cette information sur servicepublic.fr. Là, il faut qu'on teste et qu'on voit à quel point ça aide les conseillers et conseillères à vraiment faire un travail de vérification d'informations
et que si ça les aide en fait à s'assurer que la réponse est complète et juste, sachant que là aussi, on pense à d'autres mécanismes, comme par exemple le fait de mettre en place des scores de confiance sur la réponse, est-ce qu'elle est juste ou pas, ou bien faire en sorte que Albert soit en capacité de dire je ne sais pas répondre à votre question, ce genre de choses. Et là aussi, en fait, il y a vraiment tout un travail à faire pour faire en sorte que la réponse qui soit générée permette d'acquérir une certaine confiance du côté des usagers, parce que s'il n'y a pas de confiance chez les usagers, en fait, grosso modo, il y aura pas d'utilisation derrière. Tout à l'heure, quand je vous disais qu'on demande aux conseillers et conseillères à faire, enfin, à utiliser Albert pour l'instant dans le cadre expérimental sur des questions qu'elles maîtrisent, c'est qu'au final, en fait, avec ce type de système, on a toujours ce besoin de produire des données pour évaluer le système. Et ça passe notamment par ce qu'on appelle le RLHF, qui est en fait un mécanisme pour dire si la réponse est bonne ou mauvaise. Et ça, en fait, c'est vraiment les conseillers et conseillères qui font ce travail-là. Euh, et en fait, mine de rien, bah, ça ramène une tâche à faire à ces personnes pour qui c'est pas forcément le fond du travail. Ce qu'il faut voir, c'est que, alors là, vous allez me dire, oui, c'est peut-être pas grand-chose d'appuyer sur un bouton petit plus, petit moins, mais en soi, dans d'autres cas, et là, je pense en particulier à ce que Pauline montrait juste avant avec la DGFiP, il y a des déplacements du travail qui sont beaucoup plus importantes, mais ça, on pourra peut-être y revenir après. Euh, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que parfois, la mise en place d'un système d'IA, et je ne parle pas forcément des LLM en l'occurrence, mais va demander en fait la création de services complets dédiés justement à la production de données. Et je pense notamment à la Cour de cassation avec son projet Label, qui est un projet enfin, de pseudonymisation de décisions de justice, si je me souviens bien, où là, en fait, ils ont désormais tout un service de personnes qui sont là pour vérifier en fait la pseudonymisation faite par un algorithme. Donc, en- enfin, ce qui me paraît vraiment important quand on commence à mettre en place des systèmes d'IA, c'est aussi de penser c'est quel type de nouvelles tâches vont être mises en place, comment ça impacte des métiers existants, ou est-ce que ça va créer de nouveaux besoins en fait en termes de métiers. Je vais finir très rapidement avec deux derniers points qui sont peut-être des réflexions un peu plus larges sur l'IA, qu'est-ce qu'elle fait un peu à certains principes du service public. Euh, le premier étant le quid de l'égalité d'accès au service public. Ça, c'est vraiment très propre au LLM. Comme je vous le disais, un LLM, c'est une logique statistique ou probabiliste, c'est-à-dire que pour une même question, potentiellement, il va faire des réponses différentes à deux personnes. Enfin, si deux personnes posent la même question, ces deux personnes pourraient avoir des réponses différentes. Euh, Si le changement n'est que sur la forme, on peut se dire que ça ne pose pas de problème. Si c'est sur le contenu, bah, je pense que d'un point de vue d'égalité d'accès aux services publics, ça pose quand même des questions. La deuxième grande question qui me taraude avec l'utilisation de LLM, c'est la question de la responsabilité de ce qui est généré par un outil de LLM. Et là, je vous montre deux exemples que je trouve assez intéressants qui ont eu lieu sur ces derniers mois. L'un qui est Air Canada, euh, où son chatbot a donné de mauvaises informations à un client sur la refund policy. Et ce qui s'est passé, c'est que quand ce client a dit bah, désolé, mais il faut que j'annule mon ticket pour telle cause, vous m'avez dit que c'était OK, et que Air Canada a dit ah non, c'est pas du tout dans notre politique. Euh, le cas a été amené en justice et la justice a donné raison au client, considérant que ce qui avait été dit par le chatbot était était juridiquement juste et donc enfin, rendait Air Canada en fait responsable tout simplement de ce qui était dit par le chatbot. Autre exemple qui est assez intéressant, qui a été un chatbot mis en place par la ville de New York, qui a tout simplement expliqué comment contourner la loi à des entreprises. Euh, Là aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qui se passe si, je
sais pas, un chatbot mis en place par un service public en France vous dit comment contourner, je sais pas, par exemple, le fait de payer vos impôts, vous suivez ce que le chatbot vous dit. Qui est responsable de quoi dans cette affaire? Donc, dans les deux cas, je pense qu'il y a vraiment cette question de responsabilité. Et je vais m'arrêter là pour laisser du temps aux questions. Merci, Esther. Super, bravo. Et il y en a beaucoup des questions. Je sais pas comment. J'espère que vous avez encore prévu 1 heure derrière parce que je sais pas si Chloé, tu peux faire la... Ouais, j'allais peut-être reprendre. Alors, on vous laissera vous manifester dans le chat ou nous faire un petit signe, mais peut-être pour commencer avec les questions de tout à l'heure, qui étaient plutôt donc sur l'intervention de Régis. Ta. Il y avait deux questions pour vous, Régis, plutôt donc d'un point de vue managérial. Donc, c'est une question de Martine Huyon. Est-ce que vous avez eu des difficultés de conviction ou d'embarquement en fait de vos équipes? Et Camille Arnaudin avait une question proche sur la formation des agents de votre service à ces questions et à ces outils. Non, pas forcément de difficulté d'appropriation, puisque ça venait pour faciliter le travail. Donc, à partir du moment où, vous savez, l'humain, et à partir du moment où on lui propose une solution pour faciliter son travail, il s'approprie forcément l'option. En termes de formation, pas forcément, puisque les prérequis pour la solution étaient qu'elle soit ergonomique. C'était le premier travail, de rendre en fait l'application la plus simple possible d'utilisation, la plus fiable, puisque moi j'ai demandé, enfin j'ai posé comme préalable que oui, un taux de fiabilité de 60%, c'était pas satisfaisant. Donc on a un objectif d'une fiabilité à 95% pour être sûr d'être dans cette démarche-là. Et enfin d'avoir quelque chose de stable, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un agent commence un relevé et que à la toute fin du relevé, donc il a fait toute la rue, et qu'à la fin du relevé, l'application plante et du coup il faut tout recommencer. Alors ça, si on veut enfin, créer un sentiment d'inutilité, on s'y prend pas mieux. Donc voilà, c'était les premiers travaux. Après, pour élargir un peu le débat, c'est vrai que dans les collectivités, on a de plus en plus d'outils d'intelligence artificielle qui peuvent se développer, euh, qui peuvent faire peur, hein, je le comprends tout à fait. Il y a des modules sur Microsoft Edge, Copilot ou des choses comme ça, ou même des initiatives qui peuvent se développer sur R et Delib IA, donc qui aident. Enfin, moi, je les vois plutôt comme des outils qui peuvent aider les collaborateurs à créer ce genre à gagner du temps sur des choses qui peuvent paraître un peu pénibles, un peu longuées. Donc voilà, moi, je les vois plus comme amélioration. Et en termes de formation, pour revenir dessus, le tout, c'est avant tout de lever les fantasmes auprès des collègues, et puis de leur expliquer les enjeux, l'intérêt, et ainsi de suite. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, ils savent très bien que c'est pas l'IA qui va, enfin, on n'a pas inventé un robot qui va aller dans les rues relever les déchets. Donc, à partir de là, ils ont bien compris que ça leur permettait de gagner du temps. Et peut-être je profite parce qu'il y avait une dernière question. Et après, si des personnes veulent réagir aussi dans le chat, n'hésitez pas. De Maja Holo sur la réflexion un peu amont et comment l'intelligence artificielle pourrait aider à changer les comportements pour éviter les déchets avant même qu'ils ne soient produits. Bah, c'est vrai que c'est quand même l'objectif, parce que c'est bien de nettoyer, mais enfin, c'est mieux quand il n'y a pas de déchets. Alors, elle est intéressante cette question parce que, si vous voulez, c'est comme en marketing. On va reprendre l'exemple. Vous vendez pas un frigo à des Esquimaux. L'idée, c'est pareil, c'est que, en fait, c'est proposer une offre de communication en lien avec les problématiques rencontrées. Je m'explique. Quand on connaît mieux son territoire et quand on connaît mieux en fait les problématiques rencontrées sur le terrain, c'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. À l'approche d'une école, si on a une grosse problématique de mégots de cigarettes, de fait, on va pas parler de déjection canine, puisque les gens qui vont fréquenter l'école ne se sentiront pas, déjà d'une part, ne rencontrent pas le problème, et en plus ne se sentiront pas concernés. Par contre, si on parle de mégots, on peut envisager un atelier dans l'école en question pour accentuer la sensibilisation sur cet axe-là avec les enfants, pour que les enfants eux-mêmes réalisent des affiches de sensibilisation sur les mégots de cigarettes qu'on va mettre devant l'école pour pouvoir sensibiliser les parents.
heureusement, c'est pas les enfants qui fuient. Ça peut prendre cette forme-là. Mais ça peut être également, pour changer les comportements, si on a un endroit où on va détecter beaucoup de déjections canines, une concentration de déjections canines, on sait que la sensibilisation a ses limites dans ces cas-là. Donc, on va plutôt axer sur toute la partie verbalisation. Ça va nous permettre d'orienter des opérations de police parce que les collègues de la police municipale n'ont pas forcément l'œil pour repérer ce genre de choses. Mais on va venir leur apporter des éléments pour qu'ils puissent tout simplement identifier des coins problématiques. Et en plus, avec des relevés qui seraient produits de manière assez fréquent, ça nous permet aussi d'identifier peut-être des plages ou des horaires où voilà, les comportements les plus déviants sont observés. Merci beaucoup. Je vois pas de nouvelles questions dans le chat à ce sujet. Peut-être juste Estelle ou Pauline, si vous avez connaissance, il y a une dernière question sur est-ce qu'il y a des IA qui existent pour l'instruction de demandes de dossiers complexes? Voilà, si jamais ça vous inspire. Et je reprends juste le fil des questions. Alors, il y avait pas mal de réactions autour du besoin d'avoir des cartes de controverse, ou en tout cas de pouvoir se représenter un peu toutes ces controverses autour de l'IA. Alors, je pense que dans les cartes qu'a présentées Pauline, si on partage les slides, il y avait quand même pas mal de choses qui, sans parler directement de controverse, posent quand même tout ce paysage. Je pense que ça vaut le coup d'aller regarder. Et question à Pauline. Alors, attendez, parce que du coup, le doc saute tout le temps avec les notes. Les filles, arrêtez de prendre des notes, s'il vous plaît. En tout cas, il y avait une question sur... Ouais, je suis désolée, j'arrive même pas à accéder aux documents. Oui, quand tu nous parlais de cette traduction de mise en récit, il y avait une réaction slash question sur la question de la justice quand l'action publique est en cours de réalisation. Avec, voilà, donc je lis la question, peut-être, et Jupin, si vous voulez poser votre question en direct. Simplicité, efficacité, sobriété numérique et la justice quand l'action publique est en cours de réalisation. Je pense que vous l'expliquerez mieux que moi. Moi, ce que je suis frappé sur les discours de l'IA, c'est que c'est un discours centré sur l'efficacité. On y met un peu d'écologie parce que c'est à la mode la sobriété numérique. À aucun moment on parle véritablement de justice, à aucun moment on aborde frontalement et en mettant les pieds dans le plat sur ces questions-là. Qu'est-ce que c'est qu'une relation usagée qui soit porteuse de justice quand elle est en train de se faire et pas quand c'est de la justice sociale, c'est-à-dire des concepts et des belles idées qu'on agite et sur lesquelles on est très content de s'agiter. Concrètement, on a le débat auquel on est affaire, c'est où on place le curseur entre le modèle et l'enquête. C'est un débat qui anime les sciences sociales depuis des années. Dans les années 90, il y a un bouquin qui était sorti à l'EHLSF qui s'appelait Le modèle et l'enquête, qui posait ces questions-là déjà, entre économistes et sociologues. Chez les designers, c'est un sujet qui n'est pas vraiment abordé, cette question de la justice au sein de ce qu'on design. À la 27e région, on a tenté de l'aborder un peu. On a eu beaucoup de difficultés. Ça a été un dossier assez compliqué. Mais pour revenir sur l'IA, de mon point de vue, c'est un impensé. On n'est pas du tout dans une logique de performance globale sur cette question par rapport à une intelligence artificielle où on voit qu'effectivement, on tire vers une optimisation de ressources. Alors, quand en plus, on a des budgets de rédaction publique qui fondent comme neige au soleil, j'ai bien peur que cette question n'apparaisse pas. Merci Eric. Alors moi je suis sur le doc, Chloé, si ça peut aider. Ouais, je veux bien. Il y avait des questions sur à qui ça peut réellement bénéficier, s'il y a des avancées dans certains domaines, pour qui est-ce que ça peut être réellement intéressant? Euh, Ça, c'était une question plutôt enfin, qui s'est posée au moment où Pauline, tu faisais ta présentation. Je ne sais pas si toutes les deux, vous avez une réponse à cette question. Moi, je peux peut-être essayer, puis ça va peut-être reboucler avec la question de la justice un petit peu, parce que je vais remettre une bille sur quelque chose auquel je crois beaucoup et qui a perdu un peu toute sa puissance, malheureusement, mais c'est quand même le design participatif au sens historique du terme, pas au sens d'aujourd'hui un peu parfois, qui est juste pour la forme, mais du coup de repartir quand même des besoins identifiés par les travailleurs au sein de leur activité de travail, ou les agents au sein de leur activité de travail. Voilà, c'est sûr qu'on a, enfin, on sent, c'était un peu
le sens aussi de ce que je vois quand on fait une analyse un peu plus, on va dire, macro-économique, de comment aussi ces innovations sont poussées et la question du coup que j'appelle le monde laboratoire, c'est un peu l'impression parfois qu'on pousse les innovations euh, voilà, à des fins, comme je disais, d'économie de la promesse et que ça sert certains intérêts, mais que en fait on ne part pas suffisamment euh, voilà, de ce que les agents, agentes pourrait faire remonter comme difficulté sur le terrain. Alors, dans le cas de Régis, je trouve ça très intéressant, votre présentation, parce qu'on voit bien que voilà, c'est pas parce qu'on dit système computationnel que en fait, il y a forcément violence. Enfin, dans votre cas, on sent que certainement, il y a eu une réelle volonté d'aider à partir de l'observation de l'activité de travail des agents. Mais c'est pas du tout toujours le cas. Bon, dans le cas, évidemment, de la DGFiP, on est dans un cas d'une grosse administration centrale qui, visiblement, n'a pas du tout pris en compte et n'a pas cherché à avoir l'avis de ses agents et agentes dans le développement de ces outils. Donc il y a eu une énorme frustration, et aussi un déplacement du travail important, comme le disait Estelle, je n'ai pas trop insisté dessus, mais on voit aussi dans la manière dont est monté le projet euh, une promesse de ne pas remplacer 300 ETP. Donc on voit bien que c'est attaché aussi à, pour le coup, des suppressions de postes, mais qui engendrent en fait un réel déplacement du travail vers alors le travail d'annotation, qui se fait bien souvent dans des pays loin. Et du coup, la qualité en plus de l'annotation est pas très élevée, et donc les systèmes sont faillibles. Enfin, c'est une boucle là. Mauvaise condition de travail, mauvaise qualité en sortie. Un déplacement vers les usagers. On sait bien que du coup, on se retrouve, nous, à devenir contributeurs en bout de chaîne et à en fait remplacer aussi et à prendre en charge une partie du travail qui n'est plus assurée par les agents et agentes. Et puis toutes les logiques de dématérialisation, on connaît bien les effets délétères sur les personnes les plus précaires ou les plus éloignées des systèmes numériques. Donc oui, tout ça est... Voilà, je pense que ça serait revenir quand même à voilà, de la participation authentique. Ce serait une bonne chose. Et pour répondre peut-être sur la question de l'instruction des dossiers, sur les demandes de financement complexes, je trouve que peut-être si l'IA, là, au sens monolithique, peut aider à faire quelque chose, c'est peut-être à justement mettre en lumière qu'il y a quand même des process complètement aberrants dans beaucoup de cas. Je pense à la CNIL qui a essayé là, qui travaille avec des chercheurs de l'INRIA pour essayer d'avoir un système qui leur permet de traiter automatiquement les mises en conformité et les demandes, enfin voilà, les dossiers qu'ils reçoivent pour évaluer si oui ou non les systèmes sont conformes à RGPD, parce qu'ils n'ont pas la capacité de traiter ces dossiers parce qu'ils sont trop complexes, trop volumineux, trop nombreux. Donc, à un moment, en fait, on a l'impression qu'on produit des choses pour que des robots les lisent, quoi. Donc oui, peut-être que ce serait bien que du coup des robots les produisent, parce qu'à un moment, en fait, l'humain là est quand même un peu. Enfin, on se retrouve dans des activités d'écriture complètement aberrantes. Je crois qu'on en fait tous l'expérience au quotidien. Donc, est-ce qu'on pourrait poser cette question-là au lieu de poser la question de se dire on va trouver une solution computationnelle? Peut-être revenons à est-ce qu'on ne pourrait pas s'enlever un peu de cette charge administrative que personne n'arrive même plus à lire ni à suivre? Voilà. Donc, j'aurais envie de renverser. Merci Pauline. Estelle, tu voulais peut-être, et j'en profite parce qu'il y avait d'autres questions, Estelle, qui sont arrivées au moment de ton intervention, plus sur les questions de tu parlais de la question de l'apprentissage et de l'obsolescence rapide des IA. Michael demandait si une IA désapprend et apprend plus vite que les humains. Chloé disait quel est le volume de travail nécessaire pour entretenir cette IA, quel métier formation pour cet entraînement. Il y avait tout un package pour toi, Estelle, je Ouais. pense. Euh, ok. Alors, je vais d'abord répondre à ces questions enfin, sur est-ce que ça va plus vite que des humains? Euh, Bah, ça dépend en fait. Ça dépend quels humains, Euh, peut-être. Ça dépend. Ouais, non, même pas. Mais en fait, ça dépend. Est-ce que en fait, si on est juste sur la question de la mise à jour de la donnée, euh, est-ce qu'il y a un process qui automatise, dire le fait de ramener ces nouvelles données dans le modèle ou pas? S'il y en a pas, bah le délai peut être plus ou moins long, etc., etc. Euh, donc ça, c'est une question. Je sais pas.
J'avoue, je suis pas forcément très à l'aise avec la façon dont c'est formulé. Après, sur la question de la quantité de travail nécessaire pour le label, enfin la labellisation, etc. euh, C'était en moins fait, une ça, question, enfin, pour te sauver un peu, c'était moins une question pour vraiment connaître ce volume de travail, mais plus pour comme dans ta présentation, tu expliquais un peu cette impensée autour de toutes les chaînes voilà, qui précédaient à la création des LLM, plutôt de se dire à comment on arrive à peut-être évaluer ou en tout cas se poser la question comment dire, à quel point ça vaut la peine de se lancer dans ce chantier-là, enfin comment on arrive à évaluer l'apport réel possible de ce chantier-là, quoi, en amont et pendant la création de cette technologie. bah, enfin, en soi, c'est une super bonne question. Enfin, ce que je trouve, c'est que globalement, on a relativement peu de recul sur toutes ces questions-là, et notamment parce que les questions d'évaluation de ces systèmes se fait souvent que par des prismes purement techniques. Donc, se dire, OK, c'est quoi l'accuracy de mon modèle? Est-ce qu'on est à plus de X%, etc., etc. Et cetera. Et donc, on considère que c'est safe, entre guillemets, de le mettre dans la main d'agents ou autres. Mais en fait, toutes les autres questions qu'on se pose là sur, bah, au final, c'est quoi le bénéfice? Au final, bah, par exemple, sur la question de la justice sociale, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça, c'est des choses qui ne sont jamais évaluées, prises en compte, et on ne fait pas trop de retour dessus. Typiquement, sur le travail de labellisation, bah, enfin, il n'y a pas vraiment de retour public sur ces questions-là. Régis? Oui, ben, alors pour rebondir, effectivement, je pense que l'intelligence artificielle, en fait, aura l'importance que l'humain voudra bien lui donner et la confiance que l'humain voudra bien lui accorder. On le voit dans l'utilisation qu'on pourra en faire. Euh, Quand on remettra un jugement qui devra relever de l'humain dans les mains de l'intelligence artificielle, je pense que c'est là où on pourra avoir des risques. Pour autant, il y a des outils qui sont développés, je pense notamment qui permettent de vulgariser en fait certains documents qui sont un peu trop compliqués, mais sans tomber dans l'IA générative. Mais j'avais une présentation la dernière fois de Climate Q&A qui permet de décrypter en fait des rapports du GIEC, parce que les rapports du GIEC, c'est des centaines de pages, et là en fait d'aller rechercher à l'intérieur pour aller en fait, retrouver du contenu sur des réponses, des questions qui peuvent paraître simples, ça permet d'ouvrir aussi les perspectives de connaissances à différents utilisateurs. Après, sur sa capacité d'apprentissage, je pense que ça dépend aussi. L'IA, on parlait de la labellisation des images, on le voit bien, c'est que la technologie aussi s'invite dedans sur le phénomène de tracking des déchets. En l'occurrence, pour notre phénomène, on voit bien qu'on rentre dans des champs qui sont pas encore ouverts ou qui sont pas encore développés. Le tracking des déchets sur un flux vidéo n'est pas le même que l'identification sur une image en fixe. Pauline? Oui, peut-être juste pour rebondir à la fois sur la question de la formation et puis du travail d'annotation. Là, par exemple, dans le peu de recul qu'on a, l'IGN a pas mal bossé sur la reconnaissance d'images aériennes pour tout un tas d'objets. Et là, il y avait une présentation récemment pour la forêt, par exemple, où ils se rendaient compte qu'en fait, un des risques, c'est que si n'anticipe pas assez sur la formation de personnes compétentes pour reconnaître en télédétection des arbres, ce qui demande une expertise mais incroyable. En fait, il faut avoir enfin, il faut être expert de la forêt. Et il y en a très peu, et donc ils sont assez inquiets sur cette question de la formation en fait de personnes capables d'annoter. Donc, parce que là, le sous-traité aussi paraît compliqué. L'expertise est tellement fine que voilà. Donc, c'est pas du tout à sous-estimer. Et je pense que là, il y a un vrai enjeu de formation important. Euh, et ensuite, oui, je rejoins Régis, ce que vous disiez. Nous, on a aussi vu l'espèce d'intrication entre vidéosurveillance algorithmique, avec pas mal de boîtes qui rentrent par les CSU, notamment sur des questions policières. Aller ensuite sur les questions, enfin ils essayent pour enrôler et évidemment avoir des contrats avec certains usages, d'aller sur la gestion de déchets, beaucoup, la gestion du trafic, la gestion enfin, urbaine quoi, en général. Et du Mm. coup, on voit aussi des stratégies
qui questionne parce qu'elle rentre quand même par l'angle de la sécurité. Et donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas un risque à mélanger un peu des enjeux Ah, mais très clairement, c'est des problématiques avec des promesses qui sont souvent fausses moi, je fais souvent la présentation quand on m'interroge sur des technologies qu'on aurait pu tester auparavant. Et il y a d'autres prestataires en intelligence artificielle où je précise, attention, chacune est efficace ou efficiente dans son domaine d'activité, mais les promesses de une IA résoudra tous les problèmes, ça se saurait si c'était le cas et c'est pas le cas. Donc, voilà, après, c'est pas du bashing de tel ou tel produit, c'est simplement de dire que faut pas en faire la promesse, la simple promesse que ça résoudra toutes les problématiques. Et certaines structures peuvent se présenter comme telles en disant, on vous promet la fin des dépôts sauvages sur votre terrain. Et certains élus se disent, ah ben ouais, c'est bien, ça peut être sympa de supprimer les dépôts sauvages. Oui, je comprends, ça peut être sympa, mais c'est pas le cas parce qu'il y a plein de problématiques qui peuvent se lier dedans. Les entreprises, les points faibles qu'ils ont, toutes les municipalités sont pas forcément, ou toutes les collectivités sont pas en capacité de pouvoir les déceler avant d'avoir signé le contrat. Et la plupart du temps, on se rend compte que, alors c'est un contrat, l'entreprise a gagné 30 ou 40 000 euros, et puis voilà, et ça fonctionne pas, et ça gâche la confiance qu'on peut avoir dans le produit, alors que pour autant, sur un autre phénomène, elle va être, la technologie pourrait être pertinente. Ce que tu dis, Pauline, c'est même davantage, ça va même un petit peu plus loin, non? C'est que ça peut avancer masqué. C'est des solutions qui peuvent être, qui peuvent, ne trouvant pas de finalité où les acteurs publics vont pas assumer tout de suite, ou alors il va y avoir une opposition sociale trop forte pour aller directement sur des sujets de détection, enfin, de ce type-là. Mais du coup, elles vont être développées dans d'autres domaines et ensuite en boucle revenir. C'est ça que Euh, j'entends. la stratégie, bah, un peu comme souvent le développement de ces technos numériques, hein, elles sont quand même très associées à la défense et au militaire. Alors bon, dans le cas de l'IA aussi, historiquement, c'est pareil, mais donc non, le point d'entrée serait plutôt la sécurité. En fait, l'enrôlement, ce qu'on constate, et c'est partout dans le monde, hein, c'est pas spécifiquement français, mais il y a un enrôlement d'abord par la sécurité. Et donc là, c'est plutôt la stratégie, c'est plutôt le point d'entrée, c'est la sécurité, qui est Ok. comme quelque chose, alors pas forcément d'acceptable socialement, mais qui pourtant est, voilà, est testé, expérimenté à différents niveaux dans la police. Et ensuite, évidemment que ces personnes, enfin ces entreprises sont en recherche de débouchés autres pour élargir leur carnet de commandes, quoi, et les usages. Parce qu'en Mm. fait, quitte à le faire pour ça, comme disait Régis, eh ben, ils se disent on peut aussi le faire pour d'autres choses. Donc, ils cherchent à augmenter aussi la capacité de leur modèle sur d'autres objets, quoi. Euh, on a déjà dépassé un peu le timing, mais on a encore du monde, donc je vous propose peut-être qu'on se donne encore 10 minutes pour ceux et celles qui peuvent rester. Euh, Frédéric, je ne sais pas si tu es toujours derrière ton écran, Frédéric de la région Occitanie, mais je trouve que tu avais mis une question dans le chat qui était... Oui, je suis Ouais. toujours là, oui, je confirme. Euh, ouais, je me posais la question quand j'entendais Pauline tout à l'heure sur, en fait, finalement, au-delà des promesses de l'IA de simplifier beaucoup de choses, de supprimer des postes ou des emplois, on se rend compte que finalement, on est sur une problématique traditionnelle d'introduction de nouvelles technologies et des impacts sur le changement ou sur l'organisation que ça a finalement assez classique, quoi. Finalement, quand on a une vision assez macro, on se rend compte que ça simplifie pas forcément les choses, ça bouge un peu les relations et les relations de pouvoir ou de positionnement de tâches et autres, mais finalement, on est sur des choses, il me semble, assez classiques, avec juste une petite question quand même qu'on se pose aujourd'hui, il me semble, sur l'impact en termes de développement durable. Et là, ce serait, je dirais, un peu la modernisation par rapport au développement durable. Un peu, c'est la question derrière aussi de ça, mais bon, voilà, il me semblait un peu. Ouais, merci. Bah, je suis complètement d'accord dans le sens où, enfin, moi, je parle un peu d'éclipse. J'ai l'impression que l'IA, donc ce terme utilisé un peu comme ça pour tout, sert à masquer le fait qu'en effet, on est finalement sur des problèmes assez classiques, comme vous dites, ou en tout cas connus, de conduite du changement, comme on peut le dire, et que ça, enfin, il me semble qu'il y a un effet qui est une sorte de confiscation de certaines voies, enfin, par certains experts, du coup, qui disent bah, moi, je comprends la technique, vous ne la comprenez pas, donc vous n'avez pas de place dans le débat public. On connaît hein, ce genre de stratégie. Alors qu'en fait, en effet, on a des problèmes
et des questions politiques qu'on sait traiter, on a déjà eu ces débats. Donc, en fait, on a l'impression de manquer de prise, alors que je pense que si on se rendait compte de ces phénomènes d'éclipse, on retrouverait justement prise sur des choses qu'on connaît déjà. Et par contre, vous avez raison d'alerter. Enfin, moi, je suis frappée de voir que cette question sur l'énergie, quelle qu'elle soit, enfin, sur la durabilité de ces systèmes, n'est pas interrogée et qu'on a une vue à très peu d'années, quoi. Et ça, dans le contexte qu'on connaît aujourd'hui, avec tous les rapports qui sortent et toutes les alarmes sur notamment l'eau, enfin, je suis frappée que sur l'eau, il n'y ait pas plus de conscience. Là, quand on dit qu'on va développer ou multiplier par deux la capacité de produire des microprocesseurs en France, ou des micropuces, pardon, quid de, en effet, toute la ressource que ça demande et des agents pas formés pour le faire. Et enfin, voilà, toute une série de problématiques pareilles qu'on connaît, que normalement on sait évaluer en termes d'évaluation des risques et qui là n'est pas faite. Et je sais pas pourquoi, à vrai dire. Estelle, toi aussi, tu as un avis sur le... Non, bah, en fait, je rejoins totalement ce que Pauline vient de dire. Et en fait, typiquement, actuellement, sur tout ce qui est IA générative, il y a vraiment des sujets sur la puissance de calcul. En fait, c'est des technos qui requièrent une puissance de calcul énorme, donc un coût énergétique, un coût en eau, etc., extrêmement important. Et là, actuellement, il y a aussi une forme de pénurie sur les cartes graphiques. Et en fait, ça pose réellement problème quand on cherche à monter ce type de projet. C'est qu'en fait, potentiellement, on va pas avoir les moyens les moyens de calcul en fait disponibles. Donc, et donc là, c'est actuellement problème. Et en fait, c'est vrai que sur du long terme, les perspectives et les trajectoires actuelles sont pas forcément très encourageantes, quoi. Il y a Jean qui a mis un lien dans le chat. Mais de toute façon, tous les liens qui ont été mis dans le chat, vous les retrouverez dans l'article de compte-rendu de ce webinaire, hein, ne vous inquiétez pas, mais sur le coût environnemental de l'IA. Ouais, en fait, ça dit juste que je crois qu'un modèle comme l'IA de Google consomme autant par an qu'une ville comme Atlanta. Donc ça donne une idée un peu de... Voilà, il y a plein d'ordres de grandeur comme ça, mais c'est voilà, c'est juste pour donner cette idée-là. Est-ce que quelqu'un a une dernière question qui lui brûle les lèvres avant qu'on se quitte parce qu'on n'a évidemment pas fait le tour du sujet en un peu plus d'une heure et demie. Euh, C'est pas N'hésitez tant une pas. question, c'est Eric, tu peux pas allumer ta caméra c'est une quand très non? mauvaise Ah, connexion. ok, ok. Euh, c'est plus une réflexion que je me faisais. Il est urgent de relire de l'informatique, ça va vivre avec les tomates de Michel Vol, économiste spécialiste de la question informatique, qui pose effectivement déjà toutes ces questions. Qu'est-ce que c'est qu'un automate programmable ubiquitaire? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain organisé? Comment il vit avec l'informatique? Il y a déjà beaucoup de choses qui sont posées, des questions qu'on se pose aujourd'hui, et ce serait bien qu'on repasse pas à côté de cet ouvrage qui me semble Tu peux fondamental. mettre le nom dans le chat, Ouais, ouais, je vais vous le mettre le lien titre? même Hmm. cher. Et je vous ai mis en lien un entretien avec Xavier Delaporte d'un Hmm. catho face à l'IA, Ouais. Étienne de Rocchini, qui aborde justement la question du modèle probabiliste euh, et des incidences que ça a nécessairement en termes d'énoncés de vérité, de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai, etc., etc. Enfin, des questions intéressantes. Après, sur la question de est-ce que l'IA pédale plus vite que l'être humain, je trouve que c'est un faux débat, en fait, c'est un faux dilemme. Ça dépend du problème. Mettre de l'IA dans un peloton de gendarmerie de haute montagne, je pense que c'est se donner les moyens de planter l'hélico dans la pente de neige. Voilà, c'est le meilleur moyen. Si on veut faire ça, c'est le meilleur moyen de le faire. L'IA générative, elle est générative, elle n'est pas créative. Et le modèle probabiliste, il n'est pas créatif. Voilà, je regarde les inférences stats, et à partir des inférences stats, je dis, bah voilà, le mot qui va sortir derrière le mot qui précède. Et il y a pas d'intelligence là-dedans. Il y a que de la probabilité. Enfin, c'est un peu réducteur ce que je dis, mais j'aborde les choses comme ça. Hmm. Euh, Merci, Moi, je pense Eric. que, attends, juste, excusez-moi, je monopolise un peu la parole, mais Un peu. je pense que cette question de la justice est un impensé, et que c'est
À mon avis, le truc auquel on doit s'attacher, la mise en place des radars automatiques en France n'a pas été pensée d'un point de vue de justice. On a vu ce que ça a donné derrière. Voilà, merci. Emballé, c'est pesé. Et on nous dit que c'est efficace. Bien sûr, bien sûr. Voilà, j'ai fini. Merci. Vas-y, Pauline. Peut-être une toute petite remarque suite à ça, parce qu'une chose que j'ai pas abordée mais qui m'intéresse, parce que moi j'ai pas les compétences juridiques nécessaires pour être sûre de ce que j'avance, mais dans le cas de la DGFiP, ce qui m'a intéressée et interpellée, c'est le fait que j'ai l'impression qu'il y a une inversion de la charge de la preuve. C'est-à-dire que l'administration du coup dit, comme pour les radars justement, à l'administré, on a repéré que vous avez une piscine par exemple. Vous nous devez tant, et que c'est à l'administré de faire la preuve que l'administration se trompe. Et alors, j'ai l'impression que ça inverse ce qui était auparavant plutôt à l'administration de faire la preuve de sa demande. Mais je peux me tromper, mais en tout cas, si, voilà, je pense que c'est des choses intéressantes à creuser. C'est une vraie question. Merci, Pauline. Est-ce qu'on s'en tient là? Est-ce que vous vouliez... est-ce que... Comme il y a beaucoup de caméras éteintes, on ne voit pas trop si les gens sont encore vraiment avec nous. Mais c'est bien d'éteindre la caméra pour Ah notre waouh, empreinte cette allumage global. carbone numérique, c'est très bien. Mais il y a Ah, encore du monde. Camille, tu voulais dire un dernier mot? ouais, je veux bien poser une dernière. Ah bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça passionnant et c'est vrai que je trouve que, enfin, ce que je trouve assez spectaculaire, c'est le fait qu'on utilise un seul mot. Enfin, je sais plus, je crois que c'est Pauline qui disait il y a insignifiant. Et en fait, il y a plein de signifiés. Et je trouve que là, pour le coup, il y a vraiment des choses intéressantes à faire, y compris en termes de pédagogie et aussi pour partager, enfin, aussi pour réagir, enfin, pour lutter contre le fait qu'il y ait certaines personnes qui s'emparent de la problématique en disant, bah, moi, je suis expert de l'intelligence artificielle et moi, je me considère pas du tout experte, effectivement, donc moi, je m'incline devant ce genre de personnes. Et en fait, là, je trouve qu'il y a un vrai enjeu aussi de, comment dire, que tout le monde puisse s'emparer de la question. Et c'est aussi peut-être lié à cette question de justice aussi. C'est-à-dire que plus la question sera détricotée avec, bah, il y a un signifiant, mais en fait, derrière, il y a plein de signifiés. Et voilà, enfin, moi, je parlais d'une idée d'une cartographie des domaines. Enfin, pour déplier, en fait, déplier, ce serait comme un outil qui déplie à 360 ce que c'est l'IA et à quoi ça renvoie, et concrètement, et parce que c'est vrai que l'exemple par rapport au le premier exemple pour la ville de Metz, on comprend très bien l'intérêt, enfin, je veux dire, on comprend très bien l'intérêt, les agents, ils ont bien compris, etc. Donc, il y a quand même des choses où les gens peuvent s'emparer assez facilement du sujet, enfin facilement, pas facilement, mais en tout cas, ça peut rendre accessible davantage cette espèce de magma qui pour l'instant reste hyper mystérieux et du coup avec des espèces de c'est génial ou c'est terrible, enfin avec des trucs très idéologiques aussi qui sont pas forcément simples pour penser la question, quoi. C'était l'objectif du webinaire, donc c'est réussi si on a réussi à se mettre au milieu entre eux. Chloé, tu voulais... Non, non, j'étais en train de souhaiter une bonne journée à ceux qui devaient filer, mais j'ai triché, j'ai mis mes questions dans le chat au fur et à Ouais, mesure. ben, on va digérer toute cette matière, vous mettre le maximum de liens, peut-être récupérer les présentations de nos intervenantes pour les partager aussi dans l'article. L'enjeu sociétal, quelle société veut-on, quel service veut-on? Je propose qu'on traite ça dans un prochain webinaire, mais c'est effectivement le sujet, non, je plaisante. Non, mais n'hésitez pas par mail à nous faire vos retours aussi, à nous dire si vous auriez envie qu'on prolonge et qu'on aborde un autre angle ou qu'on approfondisse un des angles abordés aujourd'hui. On ne vous promet pas qu'on le fera nous, 27e région, mais en tous les cas, on peut y réfléchir ou en parler à d'autres. Et en tous les cas, merci Régis, Pauline et Estelle pour la clarté des propos et le niveau. Enfin, c'était particulièrement intéressant, moi je trouve, et j'ai l'impression que les Oui, j'ai participants l'impression que aussi. c'est partagé et ça donne envie de s'y replonger en tout cas. Merci Merci beaucoup. beaucoup à tous. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci Et beaucoup. bonne fin de journée, bon week-end. Bonne Merci à vous journée, au aussi. revoir. Bonne journée. Merci à tous.